Ce centre est symboliquement souverain dans l'anecdote, puisqu'il est occupé par le roi Philippe IV et son épouse. Mais surtout, il est par la triple fonction qu'il occupe par rapport au tableau. En lui vient se superposer exactement le regard du modèle au moment où on le peint, celui du spectateur qui contemple la scène, et celui du peintre au moment où il compose son tableau, non pas celui qui est représenté, mais celui qui est devant nous et dont nous parlons. Ces trois fonctions, regardant, se confondant, est un point extérieur au tableau, c'est-à-dire idéal par rapport à ce qui est représenté, mais parfaitement réel puisque c'est à partir de lui que devient possible la représentation. Dans cette réalité même, il ne peut pas ne pas être invisible. Et cependant, cette réalité est projetée à l'intérieur du tableau, projetée et diffractée en trois figures qui correspondent aux trois fonctions de ce point idéal et réel. Ce sont, à gauche, le peintre avec sa palette à la main, autre portrait de l'auteur du tableau. À droite, le visiteur, un pied sur la marche prête à entrer dans la pièce. Il prend à revers toute la scène, mais voit de face le couple royal, qui est le spectacle même. Au centre, enfin, le reflet du roi et de la reine, pareil, immobile, dans l'attitude des modèles patients. Reflet qui montre naïvement et dans l'ombre ce que tout le monde regarde nous premier plan. Il restitue comme par enchantement ce qui manque à chaque regard, à celui du peintre, le modèle que recopie là-bas sur le tableau son double représenté, à celui du roi, son portrait qui s'achève sur ce versant de la toile qu'il ne peut percevoir d'où il est, à celui du spectateur, le centre réel de la scène, dont il a pris la place comme par effraction. Mais peut-être cette générosité de miroir est-elle feinte. Peut-être cache-t-il autant et plus qu'il ne manifeste.
la place où trône le roi avec son épouse, et aussi bien celle de artiste et celle de spectateur. Au fond du miroir, priant apparaître, devriant apparaître, le visage anonyme de Pesson et celui de Velázquez. Car la fonction de ce reflet est d'attirer à l'intérieur du tableau ce qui lui est intimement étranger. Le regard de qui l'a organisé est celui pour lequel il se déploie. Mais parce qu'ils sont présents dans le tableau, à droite et à gauche, l'artiste et le visiteur ne pouvant être logés dans le miroir, tout comme le roi apparaît au fond de la glace, dans la mesure même où il n'appartient pas au tableau. Dans la grande volute qui parcourait le périmètre de l'atelier jusqu'au tableau achevé, la représentation naissait, se complissait pour se défaire à nouveau dans la lumière. Le cycle était parfait. En revanche, les lignes qui traversent la profondeur du tableau sont incomplètes. Il leur manque à toute une partie de leur trajet. Cette lacune est due à l'absence de roi, absence qui est un artifice du peintre. Mais cet artifice recouvre et dessine une vacance qui, elle, est immédiate, celle du peintre et du spectateur quand il regardant ou composant le tableau. C'est que peut-être en ce tableau, comme en toute représentation dont il est pour ainsi dire l'essence manifestée, l'invisibilité profonde de ce qu'on voit est solidaire de l'invisibilité de celui qui voit. Malgré les miroirs, les reflets, les imitations, les portraits. Tout autour de la scène sont déposés les signes et les formes successives de la représentation. Mais le double rapport de la représentation à son modèle et à son souverain, à son auteur comme à celui à qui on en fait offrande. Ce rapport est nécessairement interrompu. Jamais il ne peut être présent sans reste. Fût-ce dans une représentation qui se donnerait elle-même en spectacle. Dans la profondeur qui traverse la toile, la creuse fictivement et la projette en avant d'elle-même. Il n'est pas possible
que le pur bonheur de l'image offre jamais en pleine lumière, le maître qui représente et le souverain qu'on représente. Peut-être y a-t-il dans ce tableau de Velázquez, comme la représentation de la représentation classique et la définition de l'espace qu'elle ouvre. Elle entreprend en effet de s'y représenter en tous ses éléments, avec ses images, les regards auxquels elle s'offre, les visages qu'elle rend visibles, les gestes qui la font naître. Mais là, dans cette dispersion qu'elle recule et étale tout ensemble, un vide essentiel est impérieusement indiqué de toutes parts. La disparition nécessaire de ce qui la fonde, de celui à qui elle ressemble et de celui aux yeux de qui elle n'est que ressemblance. Ce sujet même, qui est le même, a été et l'idée, est libre enfant de ce rapport qui l'enchaînait la représentation peut se donner comme pure représentation. Chapitre 2. La prose du monde. Part 1. Les 4 similitudes. Jusqu'à la fin de 16th century, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. C'est elle qui a conduit pour une grande part l'exégèse et l'interprétation des textes. C'est elle qui a organisé le jeu des symboles, permis la connaissance des choses visibles et invisibles, guidé l'art de les représenter. Le monde s'enroulait sur lui-même, la terre répétant le ciel, les visages se mirant dans les étoiles, et l'herbe enveloppant dans ses tiges les secrets qui surveillant à l'homme. La peinture imitait l'espace et la représentation, qu'elle fût faite ou savoir, se donnait comme répétition, théâtre de la vie ou miroir du monde. C'était le titre de tout langage.
sa manière de s'annoncer et de formuler son droit à parler. Il faut nous arrêter un peu en ce moment de temps où la ressemblance va dénouer son appartenance au savoir et disparaître, au moins pour une part, de l'horizon de la connaissance. À la fin du XVIe siècle, au début encore du XVIIe siècle, comment la similitude était-elle pensée? Comment pouvait-elle organiser les figures du savoir? Et s'il est vrai que les choses qui se ressemblaient étaient en nombre infini, peut-on, du moins, établir les formes selon lesquelles il pouvait leur arriver d'être semblables les unes aux autres. Le trame sémantique de la ressemblance au XVIe siècle est fort riche. Amicitia, aqualitas, contractus, consensus, matrimonium, societas, pax et similia, consonantia, concertus, continuum, paritas, proportio, similitudo, conjunctio, copula. Et il y a encore bien d'autres notions qui, à la surface de la pensée, s'entrecroissant, se chevauchant, se renforçant ou se limitant. Qu'il suffise pour l'instant d'indiquer les principales figures qui prescrivent leur articulation au savoir de la ressemblance. Il y en a 4 qui sont, à coup sûr, essentiels. D'abord, la convenientia. À vrai dire, le voisinage des lieux se trouve, par ce mot, plus fortement désigné que la similitude. Sont convenantes les choses qui, approchant l'une de l'autre, viennent à se jouxter, elles se touchant du bord, leurs franges se mêlant. L'extrémité de l'une désigne le début de l'autre. Par là, le mouvement se communique, les influences et les passions, les propriétés aussi. De sorte qu'en cette
charnière des choses une ressemblance apparaît. Double dès qu'on essaie de la démêler. Ressemblance de lieu, de site où la nature a placé les deux choses. Donc, similitude des propriétés, car en ce continent naturel qu'est le monde, le voisinage n'est pas une relation extérieure entre les choses, mais le signe d'une parenté au moins obscure. Et puis, de ce contact naissant par échange de nouvelles ressemblances, un régime commun s'impose. À la similitude comme raison sourde de voisinage se superpose une ressemblance qui est l'effet visible de la proximité. L'âme et le corps, par exemple, sont deux fois convenants. Il a fallu que le péché ait rendu l'âme épaisse. L'ordre est terrestre pour que Dieu le place au plus creux de la matière. Mais par ce voisinage, l'âme reçoit les mouvements du corps et s'assimile à lui, tandis que le corps s'altère et se corrompt par les passions de l'âme. Dans la vaste syntaxe du monde, les êtres différents s'ajustant les unes aux autres, la plante communique avec la bête, la terre avec la mer, l'homme avec tout ce qui l'entoure. La ressemblance impose des voisinages qui assurent à leur tour des ressemblances. Le lieu et la similitude s'enchevêtrant. On voit pousser des mousses pour le dos des coquillages, des plantes dans la ramée des cerfs, des sortes d'herbes sur le visage des hommes, et l'étrange zoophyte juxtapose en les mêlant les propriétés qui le rendant semblable aussi bien à la plante qu'à l'animal. Autant de signes de convenance. La convenientia est une ressemblance liée à l'espace dans la forme du proche en proche. Elle est de l'ordre de la conjonction et de l'ajustement.
C'est pourquoi elle appartient moins aux choses elles-mêmes qu'au monde dans lequel elles se trouvent. Le monde, c'est la convenance universelle des choses. Il y a autant de poissons dans l'eau que sur la terre d'animaux ou d'objets produits par la nature ou les hommes. N'y a-t-il pas des poissons qui s'appellent Episcopus, d'autres Catena, d'autres Priapus, dans l'eau et sur la surface de la terre, autant d'êtres qu'il y en a dans le ciel, et auxquels ils répondent. Enfin, dans tout ce qui est créé. Il y en a autant qu'on pourrait en trouver éminemment contenu en Dieu. Ces murs de l'existence, du pouvoir, de la connaissance et de la mort. Ainsi par l'enchaînement de la ressemblance et de l'espace. Par la force de cette convenance qui avoisine le semblable et assimile les proches, le monde forme chaîne avec lui-même. En chaque point de contact commence et finit un anneau qui ressemble au précédent et ressemble au suivant. Et de cercle en cercle, les similitudes se poursuivant, retenant les extrêmes dans leur distance, Dieu et la matière, les rapprochant de manière que la volonté de tout puissant pénètre jusqu'aux coins les plus endormis. C'est cette chaîne immense, tendue et vibrante, cette corde de la convenance qu'évoque porta en un texte de sa magie naturelle. Quant à l'égard de sa végétation, la plante convient avec la bête brute, et par sentiment l'animal brutal avec l'homme, qui se conforme au reste des astres par son intelligence. Cette liaison procède tant proprement qu'elle semble un corps tendu depuis la première cause jusqu'aux choses basses et infime, par une liaison réciproque et continue, de sorte que la vertu supérieure est pendant ses rayons viendra à ce point que si on touche une extrémité d'icelle, elle tremblera et fera mouvoir la reste. La seconde forme de similitude, c'est l'émulation, une sorte de convenance, mais qui serait affranchie de la loi de lieu
et jurait immobile dans la distance. Un peu comme si la connivence spéciale avait été rompue et que les anneaux de la chaîne, détachés, reproduisaient leur cercle, loin les unes des autres, selon une ressemblance sans contact. Il y a dans l'émulation quelque chose de reflet et de miroir. Par elle, les choses dispersées à travers le monde se donnant réponse. De loin, le visage est l'émule du ciel, et tout comme l'intellect de l'homme reflète imparfaitement la sagesse de Dieu. De même les deux yeux, avec leur clarté bornée, réfléchissant la grande illumination que répandant dans le ciel. Le soleil et la lune, la bouche et Vénus, puisque par elle passant les baisers et les paroles d'amour. Le nez donne la minuscule image du sceptre de Jupiter et du caducée de Mercure. Par ce rapport d'émulation, les choses pouvant s'imiter d'un bout à l'autre de l'univers sans enchaînement ni proximité. Par sa reduplication en miroir, le monde abolit la distance qui lui est propre. Il triomphe par la du lieu qui est donné à chaque chose. De ces reflets qui parcourent l'espace, quelles sont les premières? Où est la réalité? Où est l'image projetée? Souvent, il n'est pas possible de le dire, car l'émulation est une sorte de gémellité naturelle des choses. Elle naît d'une pliure de lettres dans les deux côtés immédiatement se sont face. Par quels compare ce redoublement fondamental du monde à l'image de deux jumeaux qui se ressemblent parfaitement, sans qu'il soit possible à personne de dire lequel a apporté à l'autre sa similitude.